bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce jeudi 16 mars 2017. Le gouvernement sud-africain va verser dommages et intérêts aux familles des victimes du massacre de Marikana. 34 mineurs en grève avaient été tués par la police en 2012. En Somalie, échange de coups de feu entre les gardes-côtes et les pirates qui ont pris en otage l'équipage sri-lankais d'un pétrolier. Des captifs pourraient avoir été blessés. Et enfin, fin de règne d'Issa Hayatou sur le football africain. Après près de 30 ans à la tête de la CAF, le Camerounais est désormais remplacé par le Malgache Ahmad Ahmad qui promet du changement. Les familles des victimes du massacre de Marikana en Afrique du Sud recevront environ 1 200 000 rands d'indemnisation, environ 56 millions de francs CFA ou 72 millions d'euros. Le ministre de la Police a annoncé mercredi l'attribution des dommages et intérêts réclamés en 2015 après un dépôt de plainte contre l'État sud-africain. La somme versée par Pretoria soldera 652 dossiers de compensation. Le 16 août 2012, 34 mineurs avaient été tués par la police. Ils faisaient partie d'un groupe de travailleurs grévistes de la mine de platine de la société Lonmin qui manifestaient pour obtenir le doublement de leur salaire. Le massacre de Marikana est décrit comme la pire fusillade policière depuis la fin de l'apartheid en 1994. D'autres paiements sont attendus en Afrique du Sud qui ajoutent aux tensions existantes au sein du gouvernement, ceux des aides sociales attendues par 17 millions de personnes. Ce jeudi, le président Jacob Zuma a promis devant le Parlement que le gouvernement ferait tout son possible pour que ces allocations soient versées le 1er avril. Des manifestations se poursuivaient encore devant la Cour constitutionnelle la veille en raison de doutes sur le paiement effectif de ces aides. Le contrat de Cash Paymaster Services, le fournisseur de ce service, était arrivé à son terme fin mars et n'avait pas encore été reconduit. Tous les ans, l'Afrique du Sud verse 140 milliards de rands d'allocations pour les retraités, les chômeurs ou encore les handicapés, soit plus de 6 700 milliards de francs CFA et un peu moins de 10 milliards d'euros. En Guinée, le ministère de la Justice a inculpé ce jeudi Aboubacar Sidiki Diakité. L'ancien aide de camp de l'ex-président Moussa Dadis Camara avait été extradé du Sénégal dimanche. Le commandant surnommé Toumba Diakité était recherché pour son implication présumée dans le massacre de 157 personnes et le viol par des militaires de 106 femmes perpétrés dans un stade de Conakry. Les faits remontent au 28 septembre 2009, après que des militants de l'opposition s'étaient réunis pour dénoncer la candidature à l'élection présidentielle de Moussa Dadis Camara. M. Camara, alors chef de la junte militaire qui avait dirigé la Guinée de 2008 à fin 2009. Le 3 décembre 2009, Aboubacar Toumba Diakité avait par ailleurs tenté d'assassiner l'ancien président, à qui il reprochait de vouloir lui faire porter l'entière responsabilité du massacre du 28 septembre. Retour sur la libération des plus de 5000 civils des mains de Boko Haram à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais a précisé que les conditions qui ont permis le succès de cette opération militaire. Écoutez. En effet, dans la logique du démantèlement des bastions du groupe terroriste Boko Haram, les forces de défense camerounaises ont une fois de plus mené une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigérienne et en territoire nigérian. Les opérations menées dans le cadre de cette intervention spéciale ont en outre permis de libérer, tenez-vous bien, plus de 5000 personnes prises en otage par les terroristes. Le bilan des opérations se présente ainsi qu'il suit. Plus d'une soixantaine de terroristes définitivement neutralisés. Ouais. 21 suspects arrêtés et en cours d'exploitation par les forces nigérianes et les services camerounais compétents. L'attentat suicide survenu au petit matin mercredi à Maïdougouri au Nigeria livre lui aussi de nouvelles informations. 2 personnes ont été tuées et 16 autres blessées après que 4 femmes kamikazes se sont fait exploser près d'une gare routière. Les détails avec cet intervenant des forces de secours suivi d'un témoin. Quand elles sont arrivées, c'étaient toutes de jeunes filles entre 12 et 13 ans. Elles ont toqué à la porte d'un vieil homme et quand elles étaient à la porte, avant que le vieil homme n'ouvre la porte, la kamikaze s'était déjà fait exploser. Donc certaines personnes ont été blessées et on les a emmenées à l'hôpital.
On a perdu 2 personnes et puis les 16 qui ont été blessés sont soignés dans un hôpital spécialisé. J'ai entendu un bruit et immédiatement j'ai vu une lueur aveuglante sur toute cette zone. À ce moment-là, j'ai entendu un autre impact sur ma voiture. J'ai allumé ma torche et j'ai vu celui-ci en dessous. J'ai réveillé ma famille, je leur ai dit « Levez-vous, levez-vous, levez-vous ». Et à une cinquantaine de kilomètres de Maïdougouri, des combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont également attaqué la ville de Magouméry. Vers 18h30 local mercredi, les assaillants ont incendié des habitations et des magasins après les avoir pillés. L'armée, décrite comme impuissante par les résidents, a pourtant déclaré avoir neutralisé un grand nombre des rebelles lourdement armés. Échange de feu dans la région somalienne semi-autonome du Puntland. Les forces maritimes somaliennes ont annoncé ce jeudi avoir tenté d'intercepter un bateau qui ravitaillait les pirates responsables de la prise d'otage lundi du pétrolier Aris 13, battant pavillon des Comores. Les pirates ont alors répondu par des tirs, faisant craindre pour la sécurité des captifs de l'équipage sri-lankais de l'Aris 13. Des habitants de la côte, toute proche, ont rapporté que 4 civils avaient été blessés lors des échanges de coups de feu. Des négociations ont démarré mardi pour libérer les otages du tanker détourné. Il s'agit du premier cas de piraterie en Somalie depuis 2012. Des experts estiment que le Aris 13 était une cible facile pour les pirates. Le navire naviguait près des côtes, sans protection et sans garde armée. L'incident était donc inévitable, selon John Steed, responsable de l'Afrique de l'Est pour l'ONG de lutte contre la piraterie OBP. This ship was just, Nous savons que l'entreprise est entrée en contact avec le navire, que l'équipage est en sécurité mais retenu en otage par les pirates. Dans la nuit de mardi à mercredi, le bateau s'est déplacé dans un nouvel endroit qui s'appelle Abo, plus loin sur la côte, et ils y ont jeté l'ancre. Si la prise d'otage réussit, vous savez, d'autres groupes de pirates voudront aussi sûrement faire la même chose. Donc c'est très important de communiquer. Important que l'industrie maritime commence à observer de meilleures pratiques de gestion. Mais aussi que les Somaliens eux-mêmes voient que les gens ou que quelqu'un essaye d'aborder certaines de ces questions sur la pêche et les pêcheurs le long de la côte et les sources de revenus également. La seule chose qui n'a pas vraiment été traitée, c'est la véritable cause de tout cela, c'est-à-dire la pauvreté. Le manque d'emploi sur le terrain et le manque de gouvernance. La communauté de pêcheurs, comme les communautés de l'intérieur, sont désespérées, affamées. Il y a une sécheresse, donc il n'y a pas de nourriture, pas d'eau. Les petites cultures ou les animaux qu'ils ont sont tous en train de mourir. Les gens sont désespérés et quand vous voyez assis juste là, au large de votre rivage, un navire de pêche étranger, que vous savez qu'il est en train de piller pour des millions de dollars de thon à nageoires bleues, vous êtes très énervé. Sans attaque de pirates pendant 5 ans, le nombre d'actifs et de ressources disponibles pour les forces navales européennes ou les forces maritimes combinées de Bahreïn sont moins nombreuses que lors des périodes de pic de piraterie. Donc vous savez potentiellement que cela ajoute au risque. Donc tous ces facteurs de création de risques ont été mis en place au cours des 2 dernières années et nous avons averti que les pirates n'étaient pas partis. Ils font tout simplement autre chose. Et alors que la grève du personnel médical public s'est achevée mardi au Kenya, le même type de mouvement se poursuit au Mali. Depuis le 9 mars, les hôpitaux et centres de santé publics de Bamako, Gao, Ségou et Mopti sont paralysés par une grève. Les personnels de santé réclament une revalorisation de leurs salaires, primes de fonction et de grade, l'intégration de travailleurs contractuels dans la fonction publique ou encore l'arrêt des mutations abusives des syndicalistes en cours de mandat. Mercredi, dans la capitale Bamako, plus de consultations à l'hôpital Gabriel Touré. Seul un service minimum était assuré dans cet hôpital public parmi les plus importants du pays. Vraiment, mon grand-père est fatigué. Ce n'est pas mon grand-père seul. Hein. Celui qui sont ici, là, nous tous, on est fatigués. Moi, je veux qu'il n'a qu'à mettre les docteurs là à condition, payer en condition vraies, là, pour qu'il n'a qu'à travailler clairement. Parce que greffe là, il fait grève pourquoi? Je ne sais pas comment il fait grève. On a demandé une augmentation substantielle des prix de fonction. Actuellement, tu prends quelqu'un qui est de la catégorie A, il a 27 500. Nous, on a demandé 100 000 francs au lieu de 27 500. Le syndicat a demandé 100 000. Et on a mis une commission en place. Nous, on demande 100 000 et il propose 6 000. Vous voyez que vraiment, c'est des moqueries. Ensuite, on a demandé la prise en charge
des personnes sociétales en matière vraiment de traitement des soins. Quelqu'un qui est en santé, il soigne des patients, il peut être contaminé à tout moment, il paye lui-même sa prise en charge en dehors de l'amour. Vous voyez, c'est aberrant. Tel comme Gabriel Touré n'est pas capable de faire des analyses. 80% de nos analyses se font ailleurs et ça fait peiner les patients. Ça, c'est un premier point. Un second point, l'hospitalisation. Vraiment, les mesures d'hygiène et de salubrité, ils étaient rentrés au niveau de l'hôpital, c'est des problèmes. C'est juste le service minimum. Nous recevons les urgences qui sont surtout référées des autres structures de santé, donc qui sont référées pour être hospitalisées ici. Donc c'est seulement ces malades-là qu'on regarde. Après une visite éclair de 7 heures en Somalie mercredi, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est rendu en Ouganda. Boris Johnson effectue une tournée est-africaine qui se poursuivra en Éthiopie puis au Kenya. Lors de sa rencontre avec le président et le premier ministre somalien mercredi, le chef de la diplomatie britannique a discuté de la sécheresse qui affecte certaines zones de l'Afrique et de comment le Royaume-Uni et la Somalie travaillent ensemble pour améliorer la sécurité et permettre un développement économique qui aidera à réduire la vulnérabilité de la Somalie face aux catastrophes naturelles. En Ouganda, Boris Johnson a tenu à remercier le président Yoweri Museveni pour la contribution de son pays à l'AMISOM. L'Ouganda est le contributeur le plus important des troupes à la mission de l'Union africaine en Somalie. Écoutez. Ce matin, j'étais en Somalie, j'étais à Mogadiscio et j'ai eu le privilège d'être invité à inspecter une garde d'honneur qui a été produite, constituée de soldats ougandais qui se sont engagés à essayer d'amener l'ordre dans ce pays qui fait face à tant de défis. Le gouvernement du Royaume-Uni organise une conférence sur la Somalie en mai. Nous espérons qu'au moment où nous y serons, un certain nombre de points auront été discutés concernant la mise en place de l'armée somalienne et le rétablissement de l'aide à la Somalie. Je tiens simplement à vous remercier pour ce que vous faites, votre engagement, votre attachement à la cause de la stabilité régionale. Et je pense que ce que vous essayez de faire dans tous les pays qui entourent l'Ouganda est très important et très avantageux. Mais bien sûr, c'est une occasion pour nous maintenant de ne pas faire de Brexit, mais de faire ce que j'appelle une réentrée. Nous réintégrons le Commonwealth, rentrons dans le reste de l'économie mondiale et je pense que cela représente des opportunités, tant pour le Royaume-Uni que pour l'Ouganda. Le Cameroun a célébré mercredi la Journée internationale des consommateurs. À cette occasion, nos reporters Magloire Tchepmo et Stéphane Noah sont descendus dans les rues de Yaoundé pour dresser un état des lieux des droits des consommateurs en Afrique et en particulier au Cameroun. Les consommateurs connaissent-ils leurs droits? Cette question, nous sommes allés la poser à quelques Yaoundéens. Le commun des mortels n'est pas au courant que le consommateur a aussi ses droits. Raison pour laquelle on trouve dans le marché et les produits qui sont avariés. Non, moi je peux connaître le droit des consommateurs. Déjà parce que moi je ne consomme pas beaucoup. Non. Pas parce que je ne m'y intéresse pas, mais je pense que c'est parce que l'information n'est pas... Tout le monde n'a pas accès à l'information. Pourtant des droits, les consommateurs en ont à profusion, comme le rappelle le président de la Ligue camerounaise des consommateurs. Les consommateurs ont plusieurs droits qui sont intégrés dans la loi cadre numéro 2011, base 012 du 6 mai 2011, portant protection du consommateur au Cameroun. Il y a entre autres le droit à la satisfaction des besoins essentiels. Donc le consommateur a le droit à l'eau, a le droit à l'électricité, a le droit au téléphone. Il y a le droit au choix, il y a le droit à l'éducation, le droit à l'information, le droit à un environnement sain et durable, le droit à la réparation des torts, le droit d'être entendu. Donc voilà plusieurs droits qui sont contenus dans cette loi. Pour la Ligue camerounaise des consommateurs, les temps ont changé. L'époque où le consommateur camerounais se comportait en victime résignée est désormais révolue. Que de plus en plus, les consommateurs comprennent qu'ils ont des droits. Mais la difficulté, c'est de totalement les assimiler. Et l'autre grande difficulté, c'est aussi de faire respecter ces droits. Parce que le consommateur reste souvent en croyant que c'est les autres qui vont s'assurer que les droits sont respectés. Nous, à la Ligue camerounaise des consommateurs, on veut qu'ils comprennent qu'ils doivent être d'abord leurs propres gendarmes. Ensuite, s'associer, se liguer avec nous qui avons déjà de l'expérience
de la crédibilité, de la valeur pour amener ceux-là qui piétinent, bafouent, écrasent nos droits de les respecter. Pour l'heure, la sensibilisation reste axée sur les populations des grandes villes comme Yaoundé et Douala. Ceux de l'arrière-pays restent encore à l'abandon ou presque. Restons au Cameroun où, après avoir été créée par décret du président Paul Biya le 23 janvier, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme vient de voir ses membres nommés. Le but de cette institution est de résoudre la crise dite anglophone dans le pays. 15 membres au total en font partie, parmi lesquels des noms bien connus de la politique, du droit ou encore du clergé. Bernard Samuel-Pomme et Clotaire Caqueux pour les détails. Annoncés, ils sont désormais connus. Des visages qui ne passent pas inaperçus au Cameroun, à commencer par celui-ci, Peter Mafani Moussongué, président de cette commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Nommé par le président de la République, c'est un homme proche du pouvoir, ancien Premier ministre et actuel grand chancelier des ordres nationaux, secondé par Oumarou Dika Saïdou, originaire du Grand Nord, comme 2 autres membres d'ailleurs, eux aussi, du Septentrion. Pour composer cette commission, l'on est allé chercher aux 4 coins du pays, mais surtout dans les 2 zones francophones et anglophones, comme le prouvent ces visages. À droite, celui de Amatoutou Mouna, ex-ministre très controversé de la culture, et à gauche, Jean-Marc Afeu-Simbafor, président du Conseil national de la jeunesse. Et comme pour s'assurer que tout sera fait dans les règles, Maître Nico Allé, bâtonnier de l'ordre des avocats et manifestant de premier rang dans la crise. Mandatés pour 5 ans éventuellement renouvelables, ils ont pour mission de faire des 2 langues officielles du pays, le français et l'anglais, des langues d'égale valeur. Mais si la tâche s'annonce titanesque, la commission peut toujours compter sur les bonnes grâces de l'un de ses membres, l'abbé Jean-Marie Baudot. Au nord du continent africain, près de 2000 personnes sont attendues dans la ville marocaine de Dakhla qui accueille le forum Crans-Montana. Au programme de l'événement, la coopération sud-sud et les potentialités en matière agricole et agroalimentaire. Reportage d'Olivier Nogo et Cathy Crucy. Et au cœur de ces rencontres qui ont lieu ici à Dakhla, une ville qui se trouve au sud du Maroc, entre l'océan que vous voyez Atlantique, et de l'autre côté derrière les dunes, le Sahara, le désert immense, pas très loin, la frontière mauritanienne, vont se retrouver plus de 2000 personnes venant de 150 pays différents. Nous proposons un certain nombre de thématiques comme vous les avez vues dans le programme, mais il y a énormément de flexibilité à l'intérieur de ces thématiques. Et chaque personne qui vient a la possibilité de créer son propre environnement, ses propres discussions, ses propres tables rondes. Et ce renouvellement se crée, nous l'avons vu de la première édition par rapport à la deuxième et nous le verrons de la deuxième par rapport à la troisième. Au programme, beaucoup de discussions, d'échanges, aussi bien de savoir que de réflexion. La thématique cette année, l'agriculture et l'agroalimentaire, avec un leitmotiv, les échanges sud-sud. Car ici, ils font ce qu'on appelle le forum de Davos, mais version africaine. Des grandes stars viennent des autres continents. C'est le cas, par exemple, du chef historique de la lutte des droits civiques américains, encore en vie, le révérend Jesse Jackson, puisqu'il se dit africain lui-même. L'Égypte font partie de l'Afrique. Et cette conférence à Dakhla, au Maroc, est importante parce que c'est le point pivotant de l'Afrique. Et cela donne au Maroc une valeur stratégique. Cet événement placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI attend du beau monde, beaucoup de hautes personnalités, notamment 2 chefs d'État, plus de 40 ministres et de nombreux délégués venus donc de 150 pays différents, beaucoup de journalistes, 500 au total. En ce moment même, ce sont les préparatifs. Vous savez, d'ordinaire, on dit l'Afrique est le continent d'avenir. Or, tous les participants ici disent il est temps que cet avenir devienne présent.
Le Maroc qui vient de se séparer de son Premier ministre Abdelila Benkiran. Le cabinet du roi Mohamed VI a annoncé mercredi soir qu'après 5 mois de négociations, M. Benkiran a échoué à former un gouvernement de coalition. Le communiqué officiel ajoute qu'une autre personnalité politique du parti Justice et Développement sera désignée dans le délai le plus proche en tant que nouveau chef du gouvernement marocain. Abdelila Benkiran était à la tête du gouvernement depuis 2011. Au Libéria, les petites entreprises revivent depuis la récente mise en service d'un barrage. L'unité de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee, près de Monrovia, avait été détruite durant la guerre civile. Son retour symbolise aussi celui de l'énergie pour de nombreux artisans. Reportage. Utiliser un mixeur pour préparer son pain. Un geste anodin, mais pour cette boulangère de Monrovia, c'est une aide indispensable. Sans électricité, impossible d'assurer chaque jour l'approvisionnement en nourriture des quelques 200 familles qui vivent dans ce bidonville de la capitale du Libéria. Longtemps dépendante d'un générateur électrogène, elle bénéficie aujourd'hui de la remise en route de la centrale hydroélectrique de Mount Coffee. Elle a pu baisser ses coûts de production de près de 70%. Avant, lorsque nous devions utiliser une machine, c'est-à-dire pratiquement tous les jours, cela nous coûtait entre 14 et 19 euros pour faire tourner le groupe électrogène. Aujourd'hui, une semaine de courant nous coûte environ 45 euros. Cela revient bien moins cher et ça aide mon entreprise. La compagnie publique d'électricité de Libéria a démarré la première des 4 turbines de la centrale hydroélectrique au mois de décembre. Le barrage avait été en grande partie détruit pendant la guerre civile qui a secoué le pays entre 1989 et 2003. Depuis, il a été reconstruit, notamment grâce à des financements américains et européens. Cela a été un véritable défi de la redémarrer parce que le réseau électrique n'était pas prêt. Nous avons réussi à surmonter ces problèmes et nous avons commencé à distribuer le courant. Avec cette turbine, le pays a vu sa production électrique multipliée par 2. Mais la plupart des infrastructures sont endommagées et les coupures de courant restent fréquentes. Sans compter les problèmes liés au vol, les branchements frauduleux absorbent près de 40% de la production nationale. Autant de défis à relever au Libéria, où seuls 2% des habitants sont reliés au réseau. Le Sénégal pleure le décès d'une haute figure religieuse du pays. Cheikh Tidiane Sy est mort dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'âge de 92 ans. Celui qui était depuis 2012 le calife général de la confrérie soufie des Tidjanes était le petit-fils d'El Hadj Malick Sy, le principal propagateur du groupe religieux au Sénégal. Le frère cadet de Cheikh Tidiane Sy, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, succède à son aîné. De porte-parole de la confrérie, il devient donc le nouveau calife général des Tidjanes. Cheikh Tidiane Sy a été enterré immédiatement après son décès à Tivaouane, la ville sainte des Tidjanes située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale sénégalaise Dakar. C'est le 3e titre de ce journal. Le football mondial poursuit sa révolution et ce jeudi 16 mars 2017 restera gravé dans les annales. Le Camerounais Issa Hayatou, qui a présidé pendant presque 30 ans la Confédération africaine de football, a été renversé au cours d'un vote de l'instance africaine au profit de son concurrent malgache Ahmad Ahmad. Le président de la Fédération malgache de football s'est imposé avec 34 voix en sa faveur contre 20 pour Issa Hayatou. C'est donc un nouveau séisme qui a fait trembler la planète football. Après la chute de Sepp Blatter en 2015, Issa Hayatou était l'un des derniers dinosaures du football mondial encore en fonction. Le football africain lui doit, entre autres, une plus grande représentation en Coupe du Monde avec 5 équipes. Il plaide pour que ce chiffre soit doublé et passe à 10 dans la nouvelle configuration à 48 équipes au mondial. Ahmad Ahmad, quasi méconnu du grand public, avait fait campagne sur le thème du changement au sein de la Confédération africaine de football. Et je vous propose d'écouter ces déclarations du nouveau président de la CAF. Quand vous essayez de faire quelque chose, vous devez croire que vous pouvez le faire. Si je ne pouvais pas le faire, je ne me serais jamais présenté. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Le gouvernement sud-africain va verser environ 1 200 000 rands de dommages et intérêts aux familles des victimes du massacre de Marikana. 34 mineurs en grève avaient été tués par la police en 2012. En Somalie, échange de coups de feu entre les gardes-côtes et les pirates qui ont pris en otage l'équipage sri-lankais d'un pétrolier. Des captifs pourraient avoir été blessés. Et enfin, fin de règne d'Issa Hayatou sur le football africain.
Après près de 30 ans à la tête de la CAF, le Camerounais est désormais remplacé par le Malgache Ahmad Ahmad qui promet du changement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi pour un nouveau Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.